Salut à tous, bienvenue dans Ciné, Séries et compagnie pour vivre toutes les vies possibles sur petit et grand écran et en savoir plus sur ces drôles d'animaux que sont acteurs et réalisateurs. Nanni Moretti fait se télescoper la vie et le cinéma dans Mia Madre, dont il détaille la mise en scène rien que pour nous. Les frères Larieux mêlent désir, onirisme et fantaisie dans 21 nuits avec Patty, rencontre avec un duo de réalisateurs qui fait des étincelles. C'est un fou de cinéma et le patron de festivals comme celui de Deauville ou encore de Marrakech, Bruno Bard, dévoilera le lien sacré qu'il entretient avec l'écran. Et nous évoquerons également la place des femmes dans les séries. Mais tout de suite, un acteur au sommet, François Damiens, viril et charismatique comme on ne l'avait jamais vu. Au début, il y a eu François Lambrouille et ses caméras cachées, puis ses bonnes comédies où sa truculence et sa folie ont fait merveille. Mais François Damiens n'est pas qu'un farceur belge et élargit sa palette de film en film. Et c'est sans aucun doute Thomas Bidguin, brillant scénariste des films de Jacques Audiard, passé à la réalisation, qui a su le mieux magnifier la finesse d'interprétation de ce colosse. C'est toi le Français qui cherche sa fille? Dans Les Cow-Boys, François Damiens incarne un père de famille prêt à tout pour retrouver sa fille partie faire le djihad. Charismatique, menaçant, habité, l'acteur est impérial. Et si François Damiens avait enfin choisi de fendre l'armure? Elle est là. Je l'ai, c'est elle. C'est qui? Regarde, c'est ta sœur. Merde. C'est Kelly. C'est assez rare que j'aille voir un film sans ne rien savoir dessus. Et en fait, ça m'est arrivé pour Les Cow-Boys, ce qui fait que dès le départ, je pensais aller dans une direction et que Thomas Bidguin m'a conduit dans une autre. Je me demandais, vous, comment vous lisiez un scénario? Si le but, c'était de vous faire prendre par une histoire ou si vous aviez le regard professionnel de l'acteur qui va aller regarder le personnage, la construction du scénario. Non, mais déjà, un scénario, il passe souvent par un intermédiaire qui est l'agent. Et donc on sent déjà très vite si ça sent bon ou si c'est un peu, voilà, je te le passe parce que je dois te le passer, parce que si tu rencontres la personne après, la moindre des choses, c'est que je te l'ai transmis. Et puis quand Thomas m'en a parlé, il raconte tellement bien les histoires en plus, en dehors de les écrire bien, il les raconte bien. Et ouais, j'ai directement voulu participer au projet et j'ai foncé dedans, j'étais trop content, quoi. Mais pourquoi? À part le plaisir de travailler avec Thomas Bidguin, qui est un scénariste très réputé, mais dont c'était le premier film. Il y avait un vrai rôle à défendre. Ça m'intéressait de jouer un rôle de père bourru, dur, rustre, violent, à côté ours, animal, super viril. Et à côté de ça, essayer de l'humaniser le plus possible pour qu'à la fin, on ait envie de le prendre dans les bras, quoi, qu'il ait un cœur qui batte, quoi. Est-ce qu'il suffit d'être père soi-même pour incarner un père? Je pense que ça aide toujours de pouvoir, même si on donne pas tout au personnage, le fait d'avoir seulement déjà un petit peu compris, pouvoir un petit peu s'identifier, ça aide. Je me suis posé clairement la question, si un de mes fils devait partir faire le djihad, qu'est-ce que je ferais? Il y a beaucoup de chances que je fasse la même chose que lui, quoi. Je sais pas, faut peut-être lui faire confiance. Tu crois pas qu'elle risque de s'éloigner encore plus si elle sait que tu la cherches? Bien sûr que je vais la chercher. Elle a 16 ans, c'est une gamine. Justement. Tu feras quoi si tu l'as retrouvée qu'elle veut pas revenir? Tu la kidnappes? Ah ouais, parce que c'est moi le kidnappeur maintenant. T'inquiète pas, je vais la retrouver, ta sœur. Vous avez besoin de bien connaître le personnage que vous incarnez ou vous avez besoin aussi de conserver une forme de mystère? Ah non, ici j'avais besoin de bien le connaître, quoi. Avec Thomas, on en a parlé. Alain Balland, quand il se lève le matin, il met des pantoufles un peignoir et puis il va déjeuner ou... Non, surtout pas. Il met ses Santiago, il est déjà habillé, quoi. Il se promène pas en pyjama chez lui, quoi. C'est pas quelqu'un qui est comme ça. La messagerie de son répondeur, c'est « Allô, Balland ?» Il est tout direct, quoi. Et moi, j'ai besoin de savoir tout ça une fois que j'ai bien compris. Et donc, on se faisait des jeux où on se disait... si on passait devant un magasin, il mettrait quelle paire de chaussures, il mettrait quelle... Et puis à un moment, le personnage est fixé, ouais. Mais ça vient de qui, ça? Ça vient de qui? Ça veut dire quoi? Attends, ta gueule, Ça veut dire quoi, ça? Il est marqué quoi, là? ça va. Ils sont où?
Thomas Bidguin a tenu à passer du temps avec vous, avec votre famille, à connaître votre mode de vie, Ouais. enfin, à entrer dans votre vie. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté et à quoi ça servait? C'est vrai que Thomas est venu me voir en vacances en Bretagne. Il est venu m'apporter la guitare du film en vacances, voilà, comme un cadeau. Et c'est vrai qu'il a voulu voir comment je vivais, comment j'étais en famille, comment j'étais. Et puis, pour apprendre à se connaître, parce que pour qu'il puisse me diriger, pour qu'on puisse se faire confiance mutuellement, il faut passer du temps. C'est pas du jour au lendemain. Il m'est déjà arrivé d'arriver sur un tournage de film et de penser parler au réalisateur alors que c'était le chef d'écho, quoi. Donc ici, c'est quand même... je trouvais ça important, quoi. On a beaucoup parlé de nos pères, de savoir qui ils étaient, comment on les considérait, comment ils nous avaient élevés. C'est très intime. C'est très, très intime, Mais justement. qu'est-ce qui fait qu'on livre ça Parce à que quelqu'un? quand il y a une confiance, un ami qui vient, que vous ne connaissez pas bien, mais qui devient un ami, il y a des gens à qui on donne les clés de la maison, de la voiture, et puis il y a une confiance. Il peut aller dans le frigo, on sait qu'il ne va pas piller le frigo, quoi. Et vous avez l'impression aussi peut-être qu'il vous a fait vivre des choses que vous n'aviez pas vécues avant ou expérimenter Oui, clairement. en tant que personne et en tant qu'acteur Il a révélé une partie de moi que j'avais jamais sortie, quoi. Je veux dire, c'est plus facile de craquer, entre guillemets, de se fissurer pour moi, devant une réalisatrice que devant un réalisateur, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Et je pense que c'est plus facile de pleurer dans les bras d'une femme que de pleurer dans les bras d'un homme, je pense pas. Non, mais... Et ici, Thomas, on a dû retirer toutes ces couches, justement, pour qu'on puisse en parler. Il savait sur quel bouton il fallait appuyer. Il m'a demandé de chanter, ce qui était, pour moi, c'était même pas le fait de chanter qui était difficile, c'était le fait d'oser chanter. I was dancing with my dad to the Tennessee walls. C'était un vrai travail pour moi, c'est peut-être la scène la plus difficile que j'ai faite de ma vie, quoi. Si j'avais pu faire une parodie de Johnny Hallyday, ça aurait été. Mais là, chanter premier degré, à plat, comme ça, c'était particulier, quoi. Je crois qu'il a besoin d'un peu d'encouragement. Allez, alors. De quoi vous avez besoin pour être fier d'un film et d'un rôle? Comme j'ai senti que c'était une nécessité, et pour moi et pour la personne qui l'a faite, quoi. Donc il est fait, en gros, pour les bonnes raisons, quoi. Je sens que ce film, il doit exister, quoi. On ne peut pas faire un truc qui est de l'opportunisme pur, quoi. Parce que c'est quand même un métier de partage, quoi. Donc il faut essayer de faire ses choix en étant le plus honnête possible, quoi. Et à partir du moment où on essaye d'être honnête, même si on se trompe, c'est moins grave. François Damiens ou l'éthique d'un comédien qui veut bien être le bouffon ou le héros, mais n'entend en aucun cas s'engager à la légère. Cher Arnaud, cher Jean-Marie, cher frère Larieux, je vous le dis franchement, j'aurais préféré vous filmer dans votre vraie nature, les Hautes-Pyrénées, au pied de Notre-Dame de Lourdes ou près d'une cascade, chez vous quoi, comme un écho à vos films et à votre bel accent du sud-ouest. Mais bon, vous êtes sur le canapé d'un salon parisien et dehors, il pleut. Je vais me mettre à toi et toi en plus on te confond avec le canapé. Heureusement, votre nouveau film est solaire, comme la famille de cinéma que vous vous êtes choisi. Mathieu Amalric, Sabine Azéma, Karen Viard, Sergi Lopez, des acteurs solides à l'image de vos Pyrénées d'origine. La petite nouvelle dans votre filmographie, c'est Isabelle Carré, alias Caroline, jeune femme éteinte dans l'ombre de Karen Viard, alias Patty, et qui va s'épanouir telle une fleur sauvage à l'occasion des funérailles d'une mère qu'elle a à peine connue. Pardon messieurs, je suis bien au fond d'Extrémy? Fond d'Extrémy, héros. Vous êtes Caroline, la fille d'Isabelle? Oui. Ah, salut Martine. Caroline. Ah putain, j'ai vraiment un problème avec les prénoms, excuse-moi Caroline. Forcément, j'ai envie de vous comparer tous les deux, avouez que c'est tentant. Vous croisez vos jambes à l'unisson, vous vous tripotez la bouclette de concert, vous pointez du doigt en chœur. À force de travailler ensemble, vous avez pris des tics de l'autre? Non, Jean-Marie parle plutôt fort et moi je grogne, voilà. Oui, il y a plutôt un partage des rôles. Je pense que ça s'est bien passé parce qu'on ne s'est jamais disputé le même rôle. En résumé, Jean-Marie, vous causez aux acteurs. Arnaud, vous êtes plus dans le cadre. Mais il y a au moins deux terrains sur lesquels vous vous retrouvez. L'amour de l'écriture et l'envie commune de mettre les acteurs là où on ne les attend pas. Mais aussi, ils aiment bien ce fameux mot de Gilles Deleuze, la déterritorialisation. Voilà, ça c'est un mot.
C'est mettre quelqu'un pas dans son territoire et en même temps, du coup, c'est le territoire qui bouge et la personne aussi. Enfin, c'est un aller-retour. Mais le scénario est une sorte de CV des personnages. C'est pour ça qu'on tient, je pense d'ailleurs, à... On écrit assez longuement et on a besoin d'un objet qu'on peut dire littéraire assez fort, un objet écrit fort avant de tourner. Karine Viard a croisé la vraie Paty. En ce sens-là, c'est même pas des CV qui croisent, c'est les personnages qui, dans la réalité, nous ont inspiré la fiction. Après, c'est les lieux où on amène les comédiens. Eux se racontent beaucoup d'histoires sur les lieux. Des acteurs qui se redécouvrent grâce à vous et un soin dans le scénario qui vous a valu un prix au Festival de San Sebastián. Car je peux vous le dire en face, votre film c'est un hommage au langage entre longues tirades et dialogues hilarants, les délires de Dussolier en Leclésio nécrophile, ou encore le satire bondissant Denis Lavant qui avale et déforme les mots dans l'occitan mystérieux de votre enfance. Ça met un petit coup derrière Amrette. Bam bam. Mais on ne comprend pas si c'est un organe, s'il veut lui en mettre un coup derrière sa murette à elle, ou derrière la murette du lieu dont on parle. Et moi, j'ai cru un jour qu'il faisait un lapsus quand j'ai entendu derrière la motte. Et j'ai dit, mais c'est dingue, tu as entendu ce qu'il a dit? Il me dit, non, la manière dont je dis murette, tu as entendu la motte, mais j'ai dit murette. Et les textes de Paty faisaient beaucoup écran à la lecture du scénario, pour les financiers. Ils voyaient un peu que ça, le côté premier degré provoquant des textes de Paty. Ouais, mais bon. Il m'a prise par surprise, si on peut dire. Bon, sans vouloir être grivoise, il y en a une qui s'en met plein la bouche de votre texte truculent, c'est Karine Viard, Nature et Cache. Je mets pas de culotte quand je reste à la maison et qu'il fait chaud. Il le sait. Il fallait l'énergie de Karine, qui est inventive, mais un peu à l'état pur, qui rencontre le texte, et surtout comme si le texte, elle l'inventait sous nos yeux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle pense à la fin. Or, ces textes-là, ils marchent que sur une longueur, parce qu'il y a une vraie musique de l'actrice. Si elle démarre sur un certain ton, elle va monter et accélérer à un autre moment. Mais ce qui est beau, c'est le côté organique de toute la scène. Et si j'osais, dites, vous m'en feriez un petit bout? C'est un chasseur. J'aime pas les chasseurs, mais putain, quel bon coup. Ce qui est sûr, c'est qu'il me faisait un putain d'effet. Il le sait. Il le sentait, il sent tout, il voit tout. C'est venu à me caresser les seins. Pas brutal. Mais ferme. Il s'est collé à moi. Et là, j'ai senti le machin, la vache. On est allé chez moi. En camion. Conduit super bien. Comme un dingue, mais super bien. Et au lit, pareil. Il a une belle bite comme j'aime. Des bites bien dessinées. Tu vois? Tu vois? J'imagine. Le plus provoquant chez Paty, au fond, c'est ces textes sans préambule, qui parlent de rapports sans préliminaire, mais qui parlent d'un... Elle n'y met pas de l'intime dans ce qu'elle raconte. Et c'est ça qui est peut-être troublant, ça pose la question de l'intime à Caroline. C'est pas de la confidence, jamais. Voilà. Puis il est content quand il baise. Il maîtrise et en même temps il prend son pied. Un texte fort dans un contexte naturel qui vous est propre, voilà votre univers, cher Arnaud, cher Jean-Marie. Alors soyez gentils, restez bien fraternels et bien nature et ne vous déterritorialisez pas tout de suite, ça me ferait trop de peine. La démarche de l'extra interview est de révéler les liens secrets qu'une personnalité entretient avec le cinéma et la série. À la veille de l'ouverture du 15e Festival du film international de Marrakech, nous avons rencontré Bruno Bard, son directeur, qui dirige aussi les festivals de Deauville et de Gérardmer. Un passeur qui fait de ces événements des rencontres qui ne soient pas confisquées par des professionnels blasés, mais ouvertes au grand public. Monsieur Bruno Bard, bonjour. Bonjour. Quand je vous ai proposé cette invitation pour parler de cinéma, vous avez souhaité un lieu de spiritualité, l'église de Saint-Julien-le-Pauvre. Pour des questions d'actualité, on n'a pas pu honorer cette demande, mais pourquoi c'était le meilleur lieu pour parler de cinéma? Parce que je pense que le cinéma est un art, que l'art a pour essence d'élever l'homme, et que les lieux de prière, les lieux d'amour et les lieux de beauté, que sont les églises, sont des lieux propices à élever l'homme, comme le cinéma. Moi, quand je rentre dans une salle de cinéma, je rentre dans un sanctuaire, c'est-à-dire un moment où les gens vont communier ensemble, communier au talent de l'autre, ce qui, je crois, est une belle générosité.
Et je pense que nous en avons besoin, de cette générosité. Vos fonctions de directeur de festival vous amènent à voir plus de 1000 films par an. Mais est-ce que vous vous souvenez qui vous a initié au Rectangle blanc? Et quels sont les films qui ont construit votre éducation? Je me souviens d'un Taxi pour Tobruk avec Charles Aznavour en short. Vous voyez, c'est des images curieuses. La Strada de Fellini. C'est un film qui m'a beaucoup impressionné, ce petit visage d'enfant, ce clown. Enfin, voilà, c'est des images qui m'ont marqué. Et puis, Ozu. Et en fait, j'ai découvert ces cinéastes pas du tout par cinéphilie, c'est simplement parce que dans ma jeunesse, vous n'aviez pas beaucoup d'occupations. Le tennis, le ski, l'équitation, le golf, c'était des sports de riches, c'était pas dans mes moyens. Donc moi, je jouais au football dans la rue avec mes copains. Et puis, on allait au cinéma. Et j'avais vu qu'on pouvait voir des films à la Cinémathèque française, à Chaillot à l'époque, pour pas cher. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes armes. Et mes armes, ça a été, j'allais au cinéma, j'allais pas voir des films, j'allais pas voir des auteurs, j'allais au cinéma. Qu'est-ce que le cinéma fait grandir en vous? L'amour du beau. L'amour du beau, parce que je pense que le beau sauvera le monde, comme dit Dostoïevski, et je crois en la beauté, j'aime la beauté. Je décèle dans la beauté à la fois la présence du divin et à la fois l'homme qui peut être à l'image du divin à travers la beauté. Est-ce que ça veut dire, Bruno, qu'on pourrait prendre les grands films de cinéma comme des poèmes, chaque poème étant un mystère dont le spectateur doit trouver la clé? En tout cas, je ne sais pas si chaque poème est un mystère, mais chaque film est un chant poétique et chaque œuvre appartient à celui qui la regarde et plus à celui qui l'a fait. Prenons 3 films. Le Ruban Blanc, Only God Forgives ou le nouveau film de Terrence Malick, Night of Cups. Est-ce qu'ils ne sont pas la preuve, pour aller dans votre sens, que le cinéma est une pensée qui prend forme autant qu'une forme qui permet de penser? Que ce soit chez Haneke, chez Nicolas Winding Refn ou chez Terrence Malick, et je ne crois pas, j'en suis même sûr, c'est que la pensée précède l'acte. La pensée précède la création. Est-ce que les actrices ont pu alimenter ce désir de cinéma? Alors chez moi, les actrices, elles n'ont pas alimenté le désir de cinéma, elles ont augmenté l'amour de la vie, de la femme, de l'énergie et de l'humain. C'est-à-dire que j'ai toujours vu chez la femme la grâce qu'elle porte, et j'ai toujours trouvé que le cinéma magnifiait cette grâce. Et je dois dire que même mes aventures personnelles, amoureuses, ont toujours été marquées par cela. Quand j'étais très très jeune, hein, j'avais 11-12 ans, et j'étais fou amoureux de Marlène Jobert, que j'avais découvert dans Le Passager de la pluie et dans Le Dernier Domicile connu. Et donc, toutes mes aventures, petites aventures quand on a 11-12 ans, mais quand même, toutes mes aventures étaient des petites rousses avec des yeux bleus et des taches de rousseur. Quand on vous entend, j'entends aussi la parole de François Truffaut, dont vous avez été l'attaché de presse, ardent cinéaste du sentiment, qui aimait à répéter que le cinéma, c'est l'art de la femme, c'est-à-dire de l'actrice. Bien sûr. Il m'a appris 2-3 choses fondamentales qui me sont restées. Pas l'amour de la femme, mais effectivement le fait que on peut considérer que la muse absolue de l'art est la femme. Ça, c'est certain. Et il m'a aussi appris ce petit détail qui est très important pour un attaché de presse. Tout ce que tu mettras, Bruno, dans le dossier de presse, tu le retrouveras dans la presse. Pour lui, un bon film, c'est un film qui donne son point de vue sur le monde, et sur le cinéma. C'est exactement ce que j'applique dans la manière que j'ai de travailler sur les sélections. Et souvent, on me demande dans des interviews au Maroc ou à Deauville, mais c'est quoi un bon film? Et je ne trouve pas de meilleure réponse. Et finalement, on pourrait l'appliquer aussi à la littérature. Qu'est-ce qui est plus important chez Proust? C'est ce qu'il nous dit ou la manière dont il nous le dit? Et je pense que l'art absolu du cinéma, c'est la mise en scène. Et la mise en scène, c'est, si j'étais provocateur, qu'importe ce qu'on dit, pourvu qu'on sache le dire. On finit avec un cadeau. Bruno Barnes, histoire de prolonger cette discussion autour du cinéma et des émotions. C'est un livre de Mathieu Ricard, bouddhiste. Il est le traducteur du Dalai Lama en France. Ouais. Et c'est intitulé « Visage de paix, terre de sérénité ». Ça pourrait être un très bel intitulé pour le cinéma. C'est même un des plus beaux intitulés que j'ai déjà entendu. Avec ciel de feu, bien sûr. Voilà, c'est pour vous.
méditer sur les grands espaces et approfondir notre regard sur le monde seront aussi au cœur du président Francis Ford Coppola pour un festival de Marrakech qui devra combattre la peur de l'actualité par la richesse de ses valeurs. C'est avec un très grand nom du cinéma italien que vous avez rendez-vous dans le screen parfait, Nanni Moretti. On ne compte plus les bijoux de ce cinéaste, de Journal intime à Habemus Papam, en passant évidemment par La Chambre du Fils, Palme d'Or en 2001. Nanni Moretti qui sait toujours autant nous émouvoir avec Mia Madre, où il nous raconte comment une réalisatrice tente de donner vie à son film alors que sa mère se meurt. Mais avant cela, Madame et Seri s'intéresse notamment à la place des femmes sur le petit écran. My words and behavior last night were inexcusable. I let my temper get the best of me. Cette semaine, Madame et Seri commence avec un tour de force, celui de David Oyelowo dans le téléfilm HBO Nightingale. What do you mean he's not coming? Celui qui incarnait Martin Luther King Jr. dans Selma délivre une performance époustouflante dans ce huis clos intense. I pray that you won't judge me too harshly. Et maintenant, quittons le monde d'un homme pour parler des femmes. Chaque année, depuis le lancement de Ciné, Série et compagnie, Madame et Seri fait un petit point sur l'évolution du traitement des femmes et surtout des actrices dans le petit monde de la télévision. Now it's the president's turn to tell the story, please. He met... Yeah, I'm the president. Et c'est apparemment dans la série de genre que les femmes sont les plus heureuses, comme en témoigne Amanda Schull, propulsée à la tête de la série de science-fiction inspirée du film de Terry Gilliam, L'armée des 12 singes. I know this is a controversial thing to say in front of a room full of doctors, but we're not God. We can't predict the future, but we can plan for it. I'm so appreciative of the fact that these men who wrote this role respect and value a woman in all of her multifaceted ways of being. And I think that I was really lucky to be able to get to portray somebody like that and not just be a woman who meets this character and feels daunted or intimidated or scared at the prospect of having to possibly, quite literally, save the world. She takes it. Cole. Sorry, no, he's with me. He's with me. You need to get to a hospital. No hospitals, no authorities. It's just, you know. I think there are so many roles on television, on The Good Wife, on Homeland, where the role is for a woman who is so multidimensional. She's not just strong and considered a bitch for it. She's also got weaknesses. She has different relationships with different people that are explored and different ways of behaving with different people, from her children to her lover to her boss to the people who work beneath her. And I think it's so much more indicative of the way that life is really lived. It's much more realistic, and I agree that it's a wonderful time for television. Même son de cloche pour une autre série de genre, d'aventure cette fois, Black Sails. Sur petit écran, la piraterie n'est pas débordante de testostérone et ça fait du bien. Stay out of my fucking business. There's not just one strong character on the show. There's four really extremely strong, smart women who are very determined individuals, which I really, really like. You know, they're not the kind of women who give up. You know, all a little bit stubborn, I would say. Valuable information walks in the door. I should let it walk out. Why? Because it bothers you. These are the women that make the world tick over when the men aren't around. And yeah, they're incredibly, very, very resourceful women. And I think that that's an inspiration to anyone, really. En réalité, le vrai changement n'est pas tant la place de la femme que la façon dont elle est écrite et caractérisée. Et là, c'est un homme qui en parle le mieux, un viking même, l'impressionnant Clive Stendon, qui ne tarit pas d'éloges sur son showrunner et scénariste Michael Hurst, auteur féministe au premier sens du terme, celui qui met les hommes et les femmes sur un pied d'égalité. I look at Michael Hurst and the way he writes our scripts, and they are strong women. But I look at it and go, well, why are we saying that they're strong women? I don't see it like that. I think Michael writes women. I think the problem lies with all the other TV shows that don't write women very well. They write them as two-dimensional characters or plot devices for the male characters. And I have a wife, I have a daughter, and I have a mother.
And when I read Lagertha and I read Aslak and I read Siggy and Princess Gisela, I see them. And I see they're just women that are burning brightly on the screen in a man's world. And that's Michael's strength. Michael is just writing women as they deserve to be written. Un exemple très symbolique de cette confiance qu'a le public autant dans un personnage masculin que féminin est la réécriture du personnage principal de la très poignante série israélienne Bnei Aruba. It was actually written for a man. And I thought, that must be very interesting because then it shifts things around a little bit. And it's true, she's written in a way, she's of course a woman and a mother, but there's something in the core of her personality that resonate for me like a male hero that you would see in movies rather than a woman. You don't see these women very often. A man called Gal, who was one of the script supervisors who received it in the first place, saw it and he said to them, you know what? As is, it's something we've seen, but what happens if you change it into a woman? Mrs. Floric? Yes, Your Honor. 6 cases. Don't slow me down. You hear me? Thank you, Your Honor. Mais malgré tous ces signes d'amélioration de la condition féminine dans les séries, il reste encore du chemin à parcourir. La preuve avec ce petit état des lieux basé sur les Emmy Awards, séries récompensant les productions audiovisuelles. Le meilleur baromètre de la place des actrices et de la qualité de leur rôle est la catégorie meilleure actrice dans une série dramatique. Durant les 6 dernières années, donc depuis 2010, et avec 6 nominations possibles par année, soit 36 possibilités, seulement 19 actrices ont été nommées, certaines plusieurs fois comme Juliana Margulies pour The Good Wife, Claire Danes pour Homeland ou encore Elisabeth Moss pour Mad Men. Pourquoi 19 femmes pour 36 places ? Pas uniquement pour le talent incontestable de ces actrices, mais aussi parce que les séries leur offrant le premier rôle sont encore trop rares pour en sélectionner 5 ou 6 nouvelles par an. Les 4 nominations de Elisabeth Moss pour Mad Men en sont une autre preuve, car si la jeune fille est excellente, elle n'est pas un premier rôle. Elle incarne un personnage d'une série chorale qui en compte plus d'une quinzaine d'autres. The President of the United States! You're the President of the United States, ma'am. What you say goes. Literally. You're like a real-life Mariah Carey. Quand on passe à la catégorie meilleure actrice dans une comédie, l'équilibre est bien meilleur. Sur la même période, 14 des 18 séries nommées s'appuient réellement sur une femme, notamment VIP, Nurse Jackie ou encore The Big C. Pourquoi laisser les femmes nous amuser et ne pas leur confier davantage les rênes d'un vrai drama ? La question se pose. There are literally no words. Au cours des 15 dernières années, sur les 8 séries consacrées meilleure série dramatique aux Emmy Awards, une seule, Homeland, était menée par une femme. I'm staying. Espérons que lors de notre petit point annuel l'an prochain, des bonnes surprises et un vrai gros changement s'opèrent. Pour son nouveau film, Mia Madre, Nanni Moretti, réalisateur et acteur, puise une nouvelle fois au fond de lui pour essayer de faire un film dont la mise en scène réunirait ses questionnements personnels et les angoisses liées à son travail de cinéaste. Fai qualcosa di nuovo, di diverso. Rompi almeno un tuo schema. 1 su 200. Yeah, baby's coming home. Chi era quella ragazza? Perché fa così? Perché fa così che stiamo andando dritti? In un ritirino fa così. Non è un film triste, è un film pieno di energia, di speranze. Sì? Sì. Bene. No, ma davvero? No, ci credo. La mise en scène, Nanni Moretti, pour vous, c'est une captation d'une vérité, c'est un moyen d'exploration, un moyen peut-être d'expérimentation? Ma diciamo che ogni sceneggiatura vuole come regia uno stile diverso. Quando io scrivo una sceneggiatura comunque faccio già sia scelte di regia che scelte di interpretazione. Per esempio la regia di Mia Madre, il tono del film, il sentimento del film voleva una regia molto discreta, ecco, non una regia muscolare che mostrasse i propri muscoli
e facesse valere la propria forza. Ecco, quindi la regia di mia madre è al servizio dei personaggi, mi viene quasi da dire al servizio delle persone che ci sono nel film, delle loro emozioni e della loro umanità. Pasta, pomodoro e basilico, però oggi pasta corta, perché l'altra sera i tagliolini erano un po' incollati. Chi è Margherita? Sì, io sono Olivia, la figlia. Poverina. Evviva la regista! L'écriture, le tournage, le montage offrent pour chaque réalisateur soit des moments d'angoisse, soit des moments d'exaltation. Vous êtes dans quel état quand vous tournez un film? No, esaltazione è un momento che a me è uno stato d'animo che mi capita raramente, devo dire. Il montaggio arriva come un sollievo, perché dopo aver lavorato con 50 persone, quando ci sono scene con comparse, anche centinaia e centinaia di persone, Azione. ecco, dopo questa fase che sono le riprese, è un sollievo il montaggio, perché arrivo a lavorare con una persona sola. C'è un rapporto abbastanza speciale in questo triangolo che è il materiale girato, il montatore e il regista. Nella sala di montaggio non riesco a far entrare nessun altro, anche per stare un quarto d'ora, mentre quando giro durante le riprese mi capita che vengano a trovarmi degli amici, ma quando monto è una cosa che considero proprio impossibile, la presenza di qualcun altro. Ma io e voi possiamo trovare un accordo. Would you please don't prompt in the middle of the scene. I have to do it myself. Let me do it myself. I'm a big boy. All right? Vi prego, non suggerite, soprattutto nel bel mezzo della scena. Ce la posso fare da solo, ce la devo fare da solo. Sono un uomo adulto. Sì. La scrittura è diventata forse la fase più lunga e difficile. 30 anni fa sono diventato molto più critico nei confronti delle idee che mi vengono in mente. Ecco. Quindi la scrittura forse la più lunga, la più faticosa, senz'altro come fase, il periodo delle riprese. Perché, anche se spesso io non lo rispetto, comunque c'è un programma, anche fisicamente. Psicofisicamente per me senz'altro il periodo delle riprese è quello più faticoso e angosciante. Sto realizzando una parte di me importante, ecco. Comunque quella è la mia realizzazione di persona. Pour Mia Madre, Nanni Moretti, vous êtes réalisateur et acteur. Est-ce que vous faites partie de ces metteurs en scène qui miment une scène aux acteurs avant de la tourner? Sì, poi naturalmente capita spesso che gli attori interpretino molto meglio di me, però sì, per far capire quello che ho in mente, non dico come Margherita che l'attore deve stare accanto al personaggio, no, faccio vedere come farei io quella scena. So cosa voglio dagli attori, però soprattutto so cosa non voglio, so cosa non mi piace, e quindi appena l'attore sta andando in una direzione che non mi piace, subito gli faccio notare che quella strada non mi piace. Ecco. Ieri in ospedale mi sono fatta spiegare bene come dobbiamo fare con la bombola dell'ossigeno. Abbastanza semplice. Sì? Sì. Ce la possiamo fare? Sì. Dans cet extrait, vous vous mettez en scène. Quel est le critère qui permet au réalisateur que vous êtes d'apprécier votre jeu? Autrement dit, à quel moment vous savez que la prise est juste ou est-ce qu'il faut en faire une autre? Io giro molti chuck e per fortuna poi quando sono al montaggio quelli che monto, quelli che rimangono nel film sono quasi sempre gli ultimi chuck. Ecco, e questo mi dà sollievo perché vuol dire che non è stato un lavoro fatto invano, continuare a ripetere fino a che
non arriva il tono giusto della recitazione, quello che io avevo in mente. E non è vero, cioè io non ne ho conosciuti di attori per cui la migliore è sempre il primo Chuck. No, per me, piano piano, Chuck dopo Chuck, la recitazione acquista autenticità, che non è la spontaneità, per carità, autenticità. Ecco, poi smetto quando comincio a capire che l'attore sta cominciando a peggiorare e farla in maniera sempre più meccanica, sempre più esteriore. A quel punto smetto e passo a un'altra scena, a un'altra inquadratura. Est-ce que la mise en scène, elle ne vient pas de votre acteur à ce moment-là? Avevo un'idea, un tipo di idea per il ballo e ho anche chiesto a Turturro, ma avrai bisogno di un coreografo per questa scena? E lui mi ha detto: don't worry Nanni, don't worry, non ti preoccupare, ci penso io. E quindi su quella musica lì che avevo scelto io, lui ha inventato questi movimenti, ecco. E grazie a lui è una delle scene che il pubblico ricorda di più. Beh, certo che la regia è una questione di spazio, è una questione anche di come si mettono in posizione le persone in quello spazio. Mi piace ricordare, visto che è una scena con tante comparse, che per me le comparse sono spesso uno dei protagonisti del film. A me piace dirigere non solo gli attori, ma mi piace dirigere anche le comparse e quindi fanno parte del cast, ecco, anche le comparse. Nanni Moretti, la dernière question, c'est un rituel. Pourquoi filmez-vous? Perché mi sembra il modo più adatto per comunicare agli altri e anche a me stesso, ma soprattutto agli altri, quelle cose che ho urgenza di comunicare. Ecco, questo è il motivo. Merci Nanni Moretti. Merci beaucoup. Ciné, série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui, mais je suis sûre que vous vous interrogez sur ce bestiaire artistique qui m'entoure. Le lieu, c'est le musée de la chasse et de la nature, un cabinet de curiosités foisonnant qui propose notamment en ce moment une exposition consacrée à l'américain Walton Ford. Alors à première vue, de simples scènes animales, mais à y regarder de plus près, voilà des œuvres qui recèlent bien des secrets, qui multiplient les détournements et font se rencontrer mythologie et culture populaire. Courez découvrir ce carnaval des animaux d'un autre genre. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut!